pour la nouvelle génération africaine et européenne, c'est ainsi que se nomme l'UNGAE, cette organisation internationale qui commence à se démarquer en introduisant des jeunes talents issus des deux continents. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stavely Banzuzi, président de l'UNGAE, et Antoine-Claude Okongo, cofondateur de l'organisation. Alors justement, avec l'actualité euro-africaine et les défis socio-économiques, nous sommes très curieux d'en savoir un peu plus sur votre organisation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous avez décidé de mettre en place l'UNGAE? Ok. Pour commencer, déjà, bonjour. L'organisation, justement, part d'un constat. Aujourd'hui, nous sommes premièrement dans un contexte géopolitique qu'on peut déclarer comme multipolaire, en voie de multipolarisation, dans lequel on voit comme un repli régional au niveau de l'Asie, au niveau de l'Afrique, au niveau européen, avec certains mouvements populistes, et qui peuvent porter justement à des conflits, comme on dit selon l'auteur Huntington, de conflits des civilisations. Et nous, on a ce constat-là et on voit justement ces mouvements, ces conflits qui peuvent être émergés dessus. Et notre idée, c'est justement que nous, on est la nouvelle génération, d'où le nom de notre organisation, et on ne veut pas voir ce futur probable advenir. Donc c'est pour ça qu'on se dit qu'il faut se rencontrer, il faut se connecter entre nous, entre jeunes européens et africains, pour construire ce futur, ce destin commun européens et africains. Je suppose que Antoine-Claude, vous rejoignez cette idée-là. Quelles sont un peu vos fonctions au niveau de l'organisation? Avec Stavely, déjà bonjour, merci pour l'invitation et c'est un plaisir d'être ici pour expliquer et surtout faire comprendre de quoi parle notre organisation et surtout ses départs et surtout vers quoi on tend. Et la principale chose que je rajouterais, c'est que l'Europe et l'Afrique ont des liens historiques. Et aujourd'hui, nous sommes, comme Stavely l'a rappelé, dans un monde multipolaire. Et on a l'impression que tout va mal alors qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de liens qui nous unissent, en tant que jeunes surtout. Et le fait est qu'aujourd'hui, en tant que cofondateur de cette organisation aux côtés de Stavely, on a voulu rappeler ces liens historiques, mais surtout les changer et surtout aller vers quelque chose d'encore meilleur. Nous sommes une nouvelle génération, nous sommes une génération qui tend à s'unir, qui tend à travailler ensemble et qui tend à réaliser des choses extrêmement importantes main dans la main. Entre par exemple la France, le Mali, le Niger, avec qui aujourd'hui la France n'a pas forcément de lien peut-être diplomatique ou autre. Mais nous, en tant que jeunes, en tant que nouvelle génération, on tend vraiment à tendre la main à nos deux continents, à nos différents pays et surtout à aller vers un monde meilleur. Et quel est un peu votre parcours, enfin vos parcours pour qu'on puisse un peu s'identifier et notamment de savoir quels membres sont dans votre organisation et est-ce que, en tant que jeune, avoir un parcours pas forcément, on va dire, élitiste, est-ce que pour rentrer dans votre organisation, un peu pour comprendre un peu les profils qu'il y a? Ok. Alors dessus, je peux vous donner un exemple. Voilà, comme ça sera concret. On a un de nos membres, par exemple, qui s'appelle Trésor Tambou, qui vit au Kasaï central, au plein milieu de la République démocratique du Congo. Et cette personne-là est un talent merveilleux parce qu'à la fois, il est informaticien, mais sur son temps libre, il est aussi maître de cérémonie pour des mariages. Et il est un des membres cofondateurs avec nous de cette organisation, pour vous montrer vraiment que cette organisation s'adresse à toutes les personnes qui adhèrent à ce message. C'est bien au-delà des compétences. Nous, on n'est pas dans le avoir, qu'est-ce que tu as, quelles sont tes compétences, mais sur ce que tu es. Ce sont les individualités qui nous intéressent et ce sont les principales ressources sur lesquelles on s'appuie, sur les ressources humaines. Et donc, par exemple, on a donc, typiquement aussi Abi au Burundi, qui est une de nos membres cofondatrices, qui, par exemple, elle est impliquée au niveau de la jeunesse dans tout ce qui est la sensibilisation aux questions climatiques. Et donc, vous voyez que c'est des personnes qui n'ont pas forcément des parcours académiques prestigieux, issus de grandes écoles, Harvard, je ne sais pas, à la Sorbonne particulièrement, il y en a dans notre organisation, mais ce n'est pas la majorité. Vous voyez, on s'adresse principalement à des gens qui ont compris le constat qu'on fait, qu'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération et que nous devons la construire. C'est à nous aujourd'hui de le faire. C'est un devoir même. Si ça s'inscrit dans une trajectoire, même si je ne veux pas paraître pompeux, mais qui s'inscrit dans une trajectoire historique. C'est quelque chose sur lequel
on est tous conscients, nous, au sein de notre organisation, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est réunis au sein de cette organisation, et c'est le nom de notre organisation, l'Union pour cette nouvelle génération africaine et européenne. Voilà. Et dans votre parcours, est-ce que c'est forcément avec, on va dire, les difficultés ou les similitudes entre Africains et Européens que vous en êtes venus à créer cette organisation? Quelles sont un peu, parlez-nous, des problématiques que vous avez rencontrées au cours de votre parcours? Les problématiques sont extrêmement différentes parce qu'en Europe et en Afrique, nous avons des problématiques et des différences qui, des fois, tendent à se rassembler, notamment au niveau de la jeunesse. Dans la mesure où, Stelvie l'a rappelé juste avant, dans notre organisation, nous avons différents membres, différents parcours, différents niveaux de vie et différentes nations. Il vous a parlé par exemple de Abi, il vous a parlé de Trésor, mais nous par exemple, nous sommes ici en France et donc nous avons des problématiques différentes qui eux en ont également d'autres de différentes dans leur nation. Par exemple, on peut parler du problème d'Internet, parce qu'on parle de Trésor qui, lui, est en plein milieu de la République démocratique du Congo, et donc il n'a pas forcément accès tout le temps à Internet, il n'a pas accès tout le temps à l'électricité pour commencer. Et donc nous partons de cette base-là, et malgré ces difficultés-là, eh ben, nous n'avons pas failli à notre devoir, à notre mission et surtout à notre vision, dans le sens où ce n'est pas parce que, par exemple, Trésor ne peut pas être là ou autre, que nous ne prenons pas ses idées, que nous n'avons pas pu communiquer avec lui avant et dans tout ce qui s'ensuivait. Comme il a dit, par exemple, Trésor, lui, il est maître de cérémonie et il est également informaticien. Mais nous ne sommes pas du tout dans ces domaines-là. Par exemple, moi, j'ai un parcours typiquement juridique. Je suis juriste, j'ai eu une licence à l'Université d'Orléans. Ensuite, j'ai eu un Master 1 de droit des affaires et un autre Master 2 au sein de la faculté libre de droit et d'économie de gestion de Paris 6. Et là, je rejoins Stelvie pour approfondir mes connaissances en termes de géopolitique, administration publique. Et donc aujourd'hui, par exemple, on va dire que je serais peut-être surdiplômé. Et ce n'est pas la majorité de nos membres qui sont comme ça, mais ils ont des parcours typiquement à eux. Nous avons également des médecins, par exemple. Nous avons un de nos membres qui fait des études de médecine. Nous avons un autre en France ici et nous avons un autre membre au Bénin qui est également dans la médecine. Voyez-vous, les parcours sont tellement diversifiés et donc les problématiques que nous pouvons rencontrer, pouvons remonter, et ben en fait, c'est des parcours d'étudiants, de personnes qui débutent dans la vie active et de personnes fraîchement insérées dans la vie active qui ont rencontré des problèmes en amont et maintenant également par rapport à tout ce qui entoure cette organisation, cette génération et surtout le niveau de vie entre nos deux continents. Et comment vous faites pour toucher donc, les institutions et ajouter cette touche diplomatique face à ces problématiques? Alors dessus, justement, on s'appuie encore une fois sur cette ressource humaine. Donc la force vraiment de cette organisation, c'est le message. C'est l'objet de cette organisation, le sujet plutôt, c'est voilà, les questions de jeunesse Europe-Afrique. Et ça a un avantage, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, justement, on le voit tous les jours, nous, au sein de notre organisation, qui veulent rejoindre cette organisation-là. Parce qu'ils voient cette ère du temps, et ils se disent, je veux participer à ce grand projet. Vous voyez, et parmi ces personnes-là, justement, on a par exemple Roberta Bojan, qui est aussi une des cofondatrices, qui est elle, par exemple, au Conseil consultatif de la jeunesse du Conseil d'Europe. Donc, vous voyez, quand on a ce genre d'éléments qui nous rejoignent, avec ce réseau, justement, assez bien étendu au sein des institutions européennes, ça nous donne justement une capacité pour tisser des liens et créer des projets, des activités. Donc, justement, c'est ça, c'est cette synergie, c'est ça notre capacité à pouvoir réunir les gens. C'est ça, notre force, c'est l'union, c'est pouvoir réunir ces personnes-là. Pour ensuite faire monter le message. On voit aussi que vous faites du travail de terrain. Je sais que vous partez dans pas longtemps à Brazzaville. En quoi consiste ce voyage ? C'est pas forcément que à Brazzaville, c'est en Afrique centrale, dans sa généralité. Et
Avant de parler de l'Afrique centrale, on va parler un peu de l'Afrique de l'Ouest également, car nous n'en avons pas parlé. Quand on a parlé du Burundi avec Abiy, on a parlé de Trésor qui est en RDC, mais on a également une équipe présente et qui travaille activement au Sénégal, par exemple. Et cette équipe est extrêmement formidable parce qu'elle nous aide au quotidien et elle travaille sur différents sujets, différentes thématiques dont on pourra aborder les tenants et les aboutissants par la suite. Mais cette équipe-là est vraiment exceptionnelle et elle est composée de membres extrêmement prestigieux et extrêmement travailleurs. Et le fait est que, en parlant de l'Afrique de l'Ouest, nous avons eu il n'y a pas très longtemps Roberta Bojang qui a participé à une conférence sur la migration et elle était au Cap-Vert notamment. Et elle a eu l'occasion de pouvoir rencontrer nos équipes au Sénégal par exemple, de pouvoir travailler avec eux sur différents sujets, différentes thématiques dont on abordera la suite. Mais je laisse Stelvie parler justement de ce que Roberta a fait et de cette conférence qui a été au Cap-Vert. Alors justement, Roberta, à l'occasion de cette intervention, elle était invitée par l'ONU Migration à intervenir comme panéliste. Donc elle était notamment dans le cadre français à côté notamment d'Elisabeth Moreno, qui était l'ancienne ministre en charge justement de l'égalité et notamment de la lutte contre les discriminations. Et à l'issue notamment de cette discussion, ça portait sur la diaspora. Voilà, la diaspora, qui est aussi un autre élément de constat que nous avons fait. Au-delà de l'aspect aussi multipolaire, il y a aussi ce constat de la diaspora, tout simplement. C'est qu'aujourd'hui, voilà, comme l'a très bien dit Antoine aussi, on a des liens historiques entre l'Europe et l'Afrique, mais qui se matérialisent encore par les êtres humains que nous sommes. Nous-mêmes, voilà, moi typiquement, justement, je suis né de cette fusion entre l'Europe et l'Afrique. Donc comment vous dire, je suis l'un des meilleurs ambassadeurs peut-être pour cette cause-là. Mais vous voyez, donc il y a des liens existentiels qui lient l'Europe et l'Afrique. Donc dessus, justement, ça portait sur cette discussion-là avec Roberta Bojang. Et donc c'est l'occasion justement de discuter de nous, de notre équipe, qui est aussi composée de ces parcours différents au niveau des compétences et de être aussi au niveau de leur personnalité, de leur parcours personnel. On a des membres, par exemple, qui viennent de nous rejoindre, par exemple, Afsa, qui, elle, est née au Maroc, qui a vécu jusqu'à ses 18 ans en Espagne et qui aujourd'hui vit, on va dire, sa vie académique à Bruxelles, pour vous montrer voilà, que c'est des parcours aussi tellement diversifiés et ça en fait tellement la richesse parce qu'on a tellement de points de vue différents qui permettent justement cette union de tous les points de vue pour voilà, notre objectif commun. Plus concrètement, les ODD, les objectifs du développement durable, ce sont des objectifs sur lesquels nous, on se porte. Voilà, c'est un travail, nous, qu'on considère, comme on aime bien le dire chez nous, politique mais apolitique. Vous voyez, dans le sens que on fait de la politique, certes, on participe à la gestion de la cité, comme disaient les Grecs à l'époque, de la vie commune entre l'Europe et l'Afrique, mais nous ne sommes pas des gens qui s'inscrivent dans un camp ou un autre. On est vraiment dans une approche très pragmatique et vraiment on est là pour faire des résultats, parce que c'est ça notre objectif, parce qu'on n'est pas juste dans, voilà, on s'exprime bien, on développe quelque chose d'intéressant. Non, nous on veut aussi vraiment changer les choses. On veut apporter quelque chose qui va changer la vie de ces jeunes en Afrique et en Europe aussi. Et d'ailleurs, en parlant de l'Europe, vous avez des membres pas forcément qui sont afrodescendants ou c'est vraiment, comme vous avez dit, des gens issus de la diaspora en Europe. Qu'en est-il un peu de vos membres? Ah, mais dessus, on peut par exemple évoquer tout simplement notre trésorier, qui lui est français, on va dire, d'origine de Lyon. Donc, comment vous dire que voilà, donc on a vraiment des profils. C'est parce qu'il y a des similitudes entre l'Europe et l'Afrique qui le touchent justement à cette union. Justement, c'est aussi une histoire de complémentarité aussi. Quand on va aller, un Européen, quand il va aller vers l'Afrique, il va chercher aussi quelque chose d'autre que lui n'a pas forcément. Par exemple, aujourd'hui, dans nos sociétés européennes, on peut remarquer que nous, en tant que jeunes, on a moins cette vitalité qu'on peut retrouver en Afrique. Par exemple, quand nous, on voit avec Abiy, avec notamment son association qui est affiliée à notre organisation, l'IJCD, Initiative pour le développement et le climat, on peut voir par exemple que quand elle fait des campagnes de sensibilisation, ce sont des salles remplies à plus de 300 personnes. Aujourd'hui, si on veut faire la même chose en France, typiquement, c'est beaucoup plus difficile de mobiliser ces jeunes, à part si c'est pour un concert de rock ou de rap, je ne sais pas, c'est difficile de mobiliser ces jeunes. Et justement, nous, ce qui est intéressant, c'est que même en Europe, il y a des personnes qui sont intéressées par ce que les jeunes africains offrent.
c'est vraiment voilà, ce partage de connaissances et de richesses qui constitue, on va dire, l'intérêt de notre organisation. Et donc, vraiment agir comme un pont entre la jeunesse et ensuite faire passer ce message que vous apportez. Est-ce que c'est un peu le but du Forum Afrique-Europe de la jeunesse que vous organisez annuellement? Comment ça se déroule concrètement? Aujourd'hui, on en a parlé, mais les ponts, on doit les faire, on doit les construire et on doit constamment aller vers les autres. Et effectivement, ce forum-là, c'est un forum organisé de manière annuelle, dont on a eu l'idée, l'initiative et dont on a créé de toutes pièces. C'est le forum Europe-Afrique de la jeunesse. Et dans ce forum, nous voulons réunir tous les décideurs, toutes les ONG possibles et surtout des personnes d'Europe et d'Afrique pour discuter. Vraiment un forum pour discuter, pour faire un constat et surtout pour travailler ensemble, main dans la main, à l'amélioration des choses, à la compréhension des problématiques que rencontrent les Africains, que rencontrent les Européens. Et c'est vraiment dans ce but-là que ce forum a été imaginé, a été organisé. Et nous serons très heureux d'ailleurs de pouvoir inviter bientôt, prochainement, quand d'une certaine manière tout sera prêt, tout le monde, que ce soit les Européens et les Africains, pour la tenue de ce forum-là, qui sera vraiment exceptionnel. Parce que, outre la jeunesse, mais on parle également des anciens, parce qu'il y a une transmission qui doit se faire entre la jeunesse et les seniors, on va dire, et c'est extrêmement important de pouvoir avoir ce lien-là avec ces personnes qui sont actuellement notamment en train de décider pour la jeunesse, mais la jeunesse est toujours là, elle est demandeur, et c'est extrêmement important pour nous d'avoir ces anciens-là avec nous, car ils ont sûrement des messages à nous faire passer, ils ont de l'expérience à nous donner également, et nous attendons, nous les appelons à venir vers nous, car nous sommes des jeunes, mais la jeunesse, un jour, elle va passer et on sera également âgé. Et donc, nous appelons toute personne, d'une certaine manière, qui ne se sent pas forcément jeune aujourd'hui, mais qui est jeune dans l'âme et qui veut travailler avec la jeunesse, à pouvoir nous contacter, à rentrer en contact avec nous pour la tenue de ce forum, et bien plus d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est d'une certaine manière un catalyseur, car la jeunesse rencontre énormément de problèmes, l'employabilité, la pauvreté et même l'accès à l'éducation aujourd'hui. Et on a parlé de Abi, mais le climat, c'est extrêmement important de nos jours. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe notamment dans le monde au niveau climatique, et on a besoin de l'expertise de ceux qui étaient là avant nous. Et donc, nous appelons toute personne à vouloir travailler avec nous et surtout à pouvoir nous aider également dans ce but-là. Vous avez parlé justement de ce chômage en soi qui est présent, que ce soit en Afrique et puis même en Europe. Et il y a cette problématique-là des jeunes Africains qui souhaitent venir ici pour avoir un peu plus un avenir meilleur. Est-ce que vous avez un message un peu à adresser à ces jeunes Africains qui rêvent, on va dire, de l'Europe? Dessus, je pourrais dire que la principale chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que essayer d'abord de réussir au niveau local. D'accord. Essayer d'entreprendre des choses, c'est vraiment l'action qui pourra permettre de voir justement, c'est l'expérience qui définit la personne. Dessus justement, ces jeunes-là, malheureusement justement, ils ont cet esprit de l'Europe qui est, on va dire, un Eldorado pour tous. Malheureusement, nous qui vivons en Europe, comment dire, même nous jeunes, nous sommes face à des difficultés. Je peux faire penser, par exemple, à la précarité des jeunes étudiants, tout simplement. La réalité n'est pas ni blanche ni noire, c'est une nuance de gris. Et justement, dessus, l'Europe n'est pas justement cette image idyllique d'un continent prospère et pour l'éternité, vous voyez. C'est vraiment un message que je pense qu'on pourrait adresser à nos camarades africains. Et même au sein de notre équipe, on voit que eux, ce sont des personnes qui sont aussi épris, on va dire, de patriotisme, dans le sens que ils ont conscience justement de l'Europe, pourquoi pas pour faire leurs études, mais ils ont quand même l'envie de retourner dans leur pays.
C'est ça qui les tient à cœur. Et ça, quand on voit ça, par exemple, c'est quelque chose qui dénote peut-être avec peut-être la couverture médiatique qu'on pourrait voir de jeunes Africains vraiment épris de l'Europe. Non, il y a des Africains qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers d'où ils sont, de leurs racines, de qui ils sont. Et ils veulent continuer à travailler dessus. Voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a un constat qui est aujourd'hui que pour l'accès à l'éducation, accéder à l'éducation en Europe est beaucoup plus facile. Vous voyez, il y a beaucoup plus de perspectives d'avenir professionnel en Europe. Mais c'est en Afrique qu'il faut faire les choses. Sinon, on ne le fera jamais. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on s'inscrit aussi. C'est pouvoir équilibrer ces deux relations entre l'Europe et l'Afrique. Et je compléterai simplement par ces mots qui sont de dire que l'Afrique, ce n'est pas un continent d'avenir, c'est le continent de maintenant. La solution, c'est réellement l'Afrique. Et il faut que les jeunes Africains ils puissent prendre conscience de cela. Car l'Europe est un vieux continent, alors que l'Afrique est composée à plus de 60% de la jeunesse. Aujourd'hui, l'Europe manque de main-d'œuvre, par exemple, alors qu'en Afrique, nous avons énormément de main-d'œuvre, nous avons énormément de ressources et nous avons énormément de talents différents qu'il faut exploiter et qu'il faut accompagner justement. Et c'est dans ce cadre-là que nous, aujourd'hui, on s'inscrit également car nous créons des partenariats entre certaines entreprises, certaines ONG. Et actuellement, par exemple, nous sommes en discussion avec une entreprise en République du Congo, voisine de la RDC, où nous avons cette entreprise-là qui est dans le secteur de l'agriculture et nous voulons faire en sorte qu'elle puisse par exemple accueillir des personnes, des étudiants ou même des personnes en primaire ou même au collège pour les sensibiliser à la nature, à l'agriculture et à tout ce qui entoure vraiment la création de valeur avec la terre, la création de valeur ajoutée avec tout ce qu'on peut produire avec les sols et surtout sortir de la dépendance alimentaire car il y a énormément de pays en Afrique qui souffrent également de dépendance alimentaire où on importe énormément de choses, alors qu'il y a énormément de choses à créer, à construire, mais il faut aller vers ces personnes-là et aujourd'hui, nous tentons de créer vraiment ce partenariat-là pour sensibiliser la jeunesse à la nature, à l'agriculture et à tout ce qui s'ensuit pour ne plus être dans la dépendance alimentaire aujourd'hui. Et on parle de partenariat. Pour vous, est-ce que l'Afrique peut être égale niveau partenariat avec l'Europe? Vous avez parlé justement de l'import, qui est beaucoup plus gagnant pour les pays occidentaux. Vous y croyez à ce partenariat qui pourrait être 50-50? Commence. Tu rebondiras. Mais totalement. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont énormément changé. Il n'y a pas très longtemps, je regardais un reportage justement, il y a énormément de pays africains qui parlent de partenariats gagnant-gagnant entre, par exemple, la Chine et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique et la Russie et l'Afrique, par exemple. Et nous voulons vraiment que l'Afrique tend à entrer dans cette dynamique-là où les rapports, ils ne sont pas inversés, mais d'une certaine manière égales. Car je pense que l'Afrique est un continent énorme et l'Europe également, mais les deux ont tellement de choses à apporter à l'un et à l'autre qui devraient simplement s'égaliser et pouvoir travailler main dans la main, comme nous le faisons aujourd'hui dans notre organisation avec nos équipes en Afrique comme en Europe. Non, mais je pense que vous avez tout à fait raison, Antoine, dessus. Mais c'est vrai que, selon moi aussi, l'Afrique, justement, a cette capacité à faire ce partenariat gagnant-gagnant. Parce que, clairement, objectivement, si nous regardons les deux continents, l'Afrique regorge de potentiel. Comment vous dire, comme l'a très bien dit Antoine, l'Afrique, ce n'est pas l'avenir, c'est maintenant. Autant au niveau des ressources, mais autant au niveau intellectuel. Il s'agit juste de faire la conjugaison des deux. Et vraiment, pour aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire que l'Afrique a les potentialités justement pour faire justement ce partenariat gagnant-gagnant. Maintenant, voilà, c'est juste l'action. C'est l'action qui détermine le tout. Et aujourd'hui, l'UNGAE fait partie des co-organisateurs avec les étudiants de Panthéon-Sorbonne pour les mondes africains de la conférence qui aura lieu le 11 octobre à la Sorbonne, donc sur la nouvelle guerre du Soudan. Pouvez-vous nous en parler de cet événement qui aura lieu et de son importance aussi dans votre vision au sein de votre organisation? Ok, donc cette conférence aura lieu, donc, comme vous l'avez très bien dit, le 11 octobre.
à l'amphithéâtre Turgot à la Sorbonne, en partenariat donc avec l'association étudiante de cette université. On a choisi donc le Soudan qui est un pays assez peu connu au niveau francophone, notamment français. C'est vrai que nous, en France, on a peut-être une tendance à avoir les regards fixés que sur les pays francophones, mais il faut savoir que, par exemple, les pays francophones ne représentent même pas qu'un tiers de l'Afrique au niveau de la population. Voilà, donc on a voulu mettre le projecteur sur le Soudan, qui est aussi un territoire qui est traversé par donc une guerre civile et qui met en valeur notamment les difficultés générales qu'on peut retrouver de manière récurrente un peu dans tous les théâtres d'opérations africains, notamment l'ingérence étrangère, les divisions un peu ethniques aussi au niveau du Soudan. Donc c'est vraiment l'occasion aussi, via ce cycle de conférences que nous mettons en place, de mettre à la portée des jeunes, notamment des jeunes étudiants, ces connaissances au niveau africain. C'est pour ça que nous faisons intervenir donc 2 chercheurs, Thierry Vercoulon et Clément Dehé, qui sont spécialistes sur le sujet, pour permettre voilà, cette horizontalité des discussions et susciter notamment un débat. Et voilà, c'est l'idée vraiment de notre organisation, c'est de toucher, on est constitué de jeunes, mais aussi on veut toucher ces jeunes à s'intéresser à l'Afrique. Et comment vous espérez que la conférence va se dérouler à travers ces 2 grands intervenants? Vous voulez en tirer quoi de cette conférence à la fin, que les jeunes retiennent à la fin de cette conférence? Déjà, je débuterai par dire simplement qu'actuellement au Soudan, il y a énormément de déplacés et énormément de morts. Nous sommes à plus d'une dizaine de milliers de morts et des millions de déplacés qui sont déversés notamment au Tchad, qui sont déversés également au nord avec l'Égypte. Et aujourd'hui, il n'y a pas que le Soudan qui subit ce genre de théâtre macabre, qui est extrêmement désolant pour sa population et surtout pour la jeunesse, car il y a énormément de pays dans ce cas-là. Et on les appelle notamment des conflits oubliés, des conflits dont on ne parle pas. Aujourd'hui, nous avons par exemple ce qui se passe actuellement à Gaza et aujourd'hui au Liban. Et en Ukraine, dont on a énormément parlé, mais on peut également citer la bande sahélienne, avec le Niger, le Mali et également le Burkina qui subissent également de nombreuses attaques terroristes. Et nous avons également la RDC à l'est où il y a énormément de morts, de déplacés, d'où nous avons une pensée au sein de notre organisation qui est vraiment là pour soutenir les populations et pour leur dire que nous ne les oublions pas. Et au travers justement toutes nos interventions, tous ces cycles de conférences que nous allons organiser, ça va montrer d'une certaine manière que nous sommes là, nous sommes avec eux et nous ne les oublions pas car certes, on ne parle pas d'eux dans les médias traditionnels, mais nous, la jeunesse, nous ne les oublions pas. Car ça aurait très bien pu être nous, à leur place, à la place de cette jeunesse congolaise, à la place de cette jeunesse soudanaise ou encore à la place d'un Nigérien qui subit les attaques terroristes au quotidien. Et c'est extrêmement important pour nous de pouvoir sensibiliser la jeunesse européenne à leur dire que nous avons peut-être la paix sur notre sol, où est-ce que la conférence va se dérouler, en l'occurrence à la Sorbonne. Mais il n'y a pas très loin, il y a les Ukrainiens également qui sont sous des bombes, sous des balles. Et nous avons également des petits Congolais qui subissent la guerre, qui n'ont pas accès à l'éducation, qui n'ont pas accès à des infrastructures de base, qui n'ont pas simplement accès à l'eau ou encore à manger. Et c'est extrêmement important de pouvoir se dire que nous ne les oublions pas. Eh bien, quel message aussi souhaiterez-vous passer à ces jeunes qui souhaiteraient intégrer votre organisation ? Ok, très simplement, si vous êtes intéressé, même pas passionné par justement ces questions entre l'Europe et l'Afrique, que c'est quelque chose qui est une flamme en vous, qui depuis le début, avant même de la création de cette organisation, vous sentiez déjà un peu ce frétillement, cette envie de participer à quelque chose de grand. C'est l'occasion justement, via rejoindre notre organisation, de concrétiser les choses dans des activités et justement participer à notre échelle à l'amélioration de ces relations entre les 2 continents pour la nouvelle génération,
pour l'avenir et pour le futur et le meilleur de ces deux continents. Et je rajouterais simplement qu'on parle beaucoup d'Europe et d'Afrique, mais nous tendons notre main à tous les continents d'ailleurs. Parce que certes, nous sommes basés d'une certaine manière entre l'Europe et l'Afrique, mais aujourd'hui, par exemple, nous avons des liens avec l'Inde au travers son Conseil national de la jeunesse, dont nous sommes membre international observateur grâce à un ami qui s'appelle Vimal Rengsami, et il nous a invités à prendre part au comité international d'observation du Conseil national d'Inde. Lui qui a également été en Afrique du Sud, et ça montre d'une certaine manière que certes il y a l'Afrique et l'Europe, mais il n'y a pas que l'Afrique et l'Europe. On peut également toucher l'Asie, comme on peut également toucher l'Amérique du Nord comme du Sud. Nous sommes peuplés d'une jeunesse incroyable, et nous voulons tendre la main à tous les jeunes qui veulent travailler sur des questions de paix également. C'est extrêmement important, la paix, la démocratie et tout ce qui tend à l'amélioration de la vie de la jeunesse dans son ensemble. Eh bien, merci à vous deux. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt dans l'entretien du jour sur Global Africa Télé Sud.